Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire dédié à l'espace européen des données de santé. Donc, c'est le troisième d'une série de 4. Comme pour les autres, vous allez recevoir le replay dès la fin de la session par mail. On le mettra aussi en ligne sur le site de l'ANS avec le support de présentation. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Et pour la session du jour, nous avons 2 intervenants de la DNS, donc Isabelle Zablit et Jean-Marc Chevillier. Je vous passe la main et puis bon webinaire à tous. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cet épisode 3 de la série de webinaires sur l'espace européen de données de santé et ravi aussi d'accueillir Jean-Marc Chevillet qui est à bord pour ce séminaire. Alors Jean-Marc, je propose que tu te présentes pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore. Jean-Marc, tu es en mute. Voilà, sinon on le fera plus tard, mais j'ai l'impression qu'il y a un problème de connexion. Voilà, donc on va démarrer directement. Donc, un petit rappel, j'évoquais une série de webinaires. En fait, ce webinaire, Élodie l'a rappelé, fait partie d'une série de 4. Les replays sont disponibles pour les 2 premiers. Aujourd'hui, nous sommes au 3e et un dernier aura lieu le mardi 25 octobre sur la réutilisation des données de santé dans l'Union européenne. Donc, voilà, c'est le programme. Alors, selon aussi les retours que nous avons, les besoins et l'évolution aussi de la négociation du texte, nous pourrons reprogrammer des dates ultérieures, donc en fonction de ses besoins. Donc, Jean-Marc est revenu. Jean-Marc, je proposais que tu te présentes, mais tu as disparu des écrans. Donc, je ne sais pas si tu veux le faire maintenant. Bon. Si, avec plaisir. Le VPN qui permet la collection m'a joué des tours. Effectivement, bonjour à tous et merci de votre présence. Moi, je m'occupe à la DNS des sujets de référencement, plus particulièrement sur mon espace santé, la télésurveillance. Et donc, j'aurai le plaisir à la fin de ce webinaire de vous donner une illustration pratique de ce qu'on fait dans le cadre national sur le référencement pour mon espace santé, qui permettra d'avoir des choses très concrètes et opérationnelles. Et en tout cas, merci à toute l'équipe pour l'organisation et on peut démarrer. Eh bien, merci beaucoup, Jean-Marc. Alors, ce webinaire est articulé donc en 6 parties que vous voyez à l'écran. Nous allons traiter aujourd'hui donc du projet de certification des dossiers médicaux électroniques tel qu'il est présenté et proposé dans le projet de règlement pour l'espace européen de données de santé. Donc, il va s'agir d'abord de comprendre de quoi il s'agit. Ensuite, de regarder en fait les opportunités, les conséquences que peuvent entraîner ce règlement, anticiper la mise en œuvre qui va en être faite au niveau national et puis se rappeler un petit peu le calendrier auquel nous sommes confrontés avant de reparler des propositions que vous pourriez nous transmettre à ce sujet-là. Voilà, donc succinctement, pour ceux qui n'ont pas participé aux présentations précédentes, juste pour vous rappeler qu'on a aujourd'hui un cadre particulièrement hétérogène en Europe, 27 systèmes de santé très différents et la volonté à la fois d'aller vers une Europe du numérique et une Europe de la santé. La deuxième étant uniquement possible par le numérique puisqu'on a ces 27 systèmes hétérogènes. Et la pandémie nous a rappelé qu'en fait, non seulement c'était une vision qui aurait pu passer pour sympathique, mais surtout une urgence et une exigence pour la prise en charge des patients dans le cadre du parcours de soins et pour la réutilisation des données de santé ensuite. Alors, le projet de règlement, sans rentrer dans le détail absolu de ce projet de règlement, on a pensé que c'était quand même intéressant que vous le voyiez à l'écran. Certains d'entre vous ne l'ont peut-être pas encore vu.
ne se sont pas encore plongés dedans et nous vous l'avons mis, on vous le rappellera en fin de webinaire, en format Excel que vous voyez à l'écran, justement sur le site participer.fr, de façon à ce que ce soit un objet qui ne soit pas quelque chose que vous n'accédez pas, mais que non seulement vous y accédez, mais aussi que vous puissiez vous l'approprier et éventuellement nous faire des retours et des suggestions sur ce projet de règlement. Alors, il couvre évidemment différentes parties. Donc ici, on est focalisé sur l'autocertification des dossiers médicaux électroniques. Donc, dans cette partie spécifiquement, on se trouve dans le chapitre 3 du projet de règlement et il y a différentes sections et articles qui sont proposés qui vont couvrir l'ensemble du périmètre sur lequel on va s'attarder aujourd'hui. Donc, il y a des dispositions évidemment plus générales, il y a des dispositions qui sont relatives à la mise sur le marché des services. Voilà, alors je vais vous passer, mais vraiment très rapidement. Donc, ça nous fait quelques pages effectivement de webinaire, mais c'est simplement pour que vous ayez vraiment là à l'écran l'ensemble du texte dont on parle et que nous ne pouvons évidemment pas couvrir dans l'ensemble de ces détails, mais sur lesquels nous sommes à votre disposition pour répondre, j'allais vous dire presque ligne par ligne. Donc avec des spécifications, avec un principe donc de certification, avec des sujets de non-conformité, etc., etc. Donc voilà, donc un texte qui est quand même assez large et qui va, je vous le rappelle, s'imposer à nous. Donc il est très important de bien plonger dedans pour s'assurer de tous ces détails. En ce qui concerne les notions, nous avons déjà eu pas mal de questions sur le fait de ce que ça voulait dire en fait les dossiers médicaux électroniques. Qu'est-ce que ça voulait dire dans ce cadre-là, les données de santé même électroniques, si on remonte jusque-là. Donc, vous le savez, il y a à la fois la notion de données à caractère personnel, de données à caractère personnel qui sont comprises dans les données de santé électronique. Et donc là, nous avons déjà un cadre réglementaire qui s'applique et il est très important de pouvoir faire la part des choses puisque toutes les données de santé ne sont pas forcément à caractère personnel et donc il peut y avoir des distinctions même au sein de cette notion de données de santé. Pour la partie données à caractère personnel, le RGPD donc indique que c'est toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable. Et à cela s'ajoute la notion que cela peut se faire de manière directe ou indirecte. Donc ces notions-là, ce sont des notions juridiques avec lesquelles il va falloir aussi jongler dans le cadre de ce projet de règlement et en particulier de ce chapitre. Alors, on ajoute à cela donc des nouvelles notions, comme je disais, la notion de dossier médical électronique. C'est une notion un peu large qui a été proposée dans le cadre de ce projet de règlement et qui comprend l'ensemble des données de santé électroniques relatives à une personne physique et collectées dans le système de santé traité à des fins de soins de santé. À cela s'ajoute la notion de système de dossiers médicaux électroniques. Et là, on fait référence à tout appareil ou logiciel destiné par son fabricant à être utilisé pour le stockage, l'intermédiation, l'importation, l'exportation, la conversion, l'édition ou la consultation des dossiers médicaux électroniques. Et là, vous voyez directement qu'en fait, le périmètre d'application est particulièrement donc large et comprend peu ou prou l'ensemble en fait de l'écosystème auquel traditionnellement nous nous adressons. Alors, dans le cadre aussi de ce projet de règlement, il va s'appliquer à l'ensemble du cycle de vie de ces dossiers médicaux électroniques sous la houlette d'une autorité de surveillance du marché et va donc demander à l'ensemble de ces fabricants, donc à l'ensemble de l'écosystème industriel, de bien intégrer en fait les propositions, enfin qui vont devenir donc des obligations de ce règlement. Donc une partie va concerner l'autocertification et ça va permettre
au logiciel, par exemple, d'être mis sur le marché ou d'entrer en service. Ensuite, il y aura une partie surveillance du marché et il y a aussi une partie qui fait partie donc forcément du métier de développement et d'évolution qui, lorsqu'elles sont substantielles, vont devoir également repasser par le système d'autocertification. Alors, par rapport à ces étapes, hein, on a des critères de conformité qui sont prévus dans le projet de règlement qui vont, que vous voyez à l'écran, qui vont être relatifs à l'ensemble des données qui sont concernées, aux modalités de codification sémantique et de spécification technique, aux exigences de confidentialité, d'intégrité et de sécurité des données, à la qualité et l'exhaustivité des données qui seront contenues et à la documentation technique qui sera fournie. Donc, vous voyez que l'ensemble des étapes finalement de l'écosystème industriel vont être concernées et aussi, j'allais dire, l'ensemble des étapes de l'écosystème du marché et de surveillance du marché par le biais des référencements dont parlera Jean-Marc et par le biais également des non seulement des référencements, mais aussi des évolutions qui seront apportées ultérieurement. Alors, par rapport à la mise sur le marché, donc elle va demander donc une fiche d'information, une documentation technique qui était justement évoquée, une déclaration de conformité, voire un marquage CE lorsque ça s'applique pour les DM. Donc, on a un renforcement, je vais dire, du cadre européen qui est prévu, un renforcement certes, mais aussi, et c'est aussi quand on vous parlait d'opportunités tout à l'heure, une uniformisation de ce cadre dans l'ensemble des, à terme, 30 pays concernés, donc les 27 de l'Union, la Norvège, l'Islande et l'Ukraine. Alors, pour la déclaration de conformité en tant que telle, qu'est-ce que l'article 26 nous indique? C'est qu'elle doit être réalisée par le fabricant avant la mise sur le marché. Elle doit attester du respect des exigences essentielles de cet espace européen de données de santé. Une seule déclaration de conformité établie pour toutes les dispositions applicables au système de DME qui est concerné. Et donc, ça veut dire aussi qu'il y en a une par système de DME, de facto, et que le fabricant en assume la responsabilité. Autrement dit, c'est bien un principe d'autocertification par rapport à un panel d'exigences qui sont proposées. À cela est attachée donc une documentation technique qui doit être établie avant la mise sur le marché, publié dans les langues de l'Union européenne et qui doit démontrer la conformité donc, du DME aux exigences essentielles. Donc là, il s'agit de documenter par les preuves techniques les déclarations qui sont faites dans la déclaration de conformité. Donc c'est vraiment l'ensemble finalement des preuves qui seront faites. Et puisque là, on est vers un marché unique, c'est donc on s'adresse directement à l'ensemble du marché de l'Union européenne, alors avec cette auto-certification donc valable dans l'ensemble du marché. Pour le marquage CE, donc le principe, c'est un principe de marquage par lequel le fabricant indique qu'un système de DME est conforme aux dispositions applicables dans le règlement et dans les autres actes législatifs de l'Union. Voilà. Donc, il est apposé de manière lisible et indélébile sur les documents accompagnant le DME et l'emballage lorsque c'est approprié. Donc, il est clairement indiqué que l'objet bénéficie du marquage CE. Ensuite, en ce qui concerne la surveillance du marché, là, il y a toute une série de dispositions. Hein, il y a ce qui concerne ce que j'ai évoqué très brièvement en vous montrant les articles en début de webinaire.
la gestion des risques, la gestion des incidents graves, les risques de non-conformité et les sanctions qui peuvent être associées. En même temps, il est prévu aussi de créer une base de données des DME certifiés et ainsi que des applications de bien-être labellisées sur lesquelles on reviendra juste après. Donc, ces dispositions sont donc aussi particulièrement bien importantes et se reflètent et sont également transparentes puisqu'elles sont mises à la disposition de tous dans l'ensemble de l'Union européenne, ce qui par ailleurs va nous donner une visibilité assez complète sur l'ensemble des solutions de e-santé qui seront disponibles au sein de l'Union européenne. Alors, en ce qui concerne les applications de bien-être, donc là, elles bénéficient aussi d'une définition. Il s'agit de tout appareil ou logiciel destiné par son fabricant à être utilisé par une personne physique pour le traitement des données de santé électronique à d'autres fins que les soins de santé, par exemple des fins de bien-être ou de poursuite de mode de vie sain. Donc, dans ce cadre-là, on ne parle plus d'autocertification, mais de labellisation volontaire, avec un étiquetage volontaire sur lequel il est prévu que le contenu de l'étiquette indique les catégories de données concernées, les critères de conformité et la durée de validité. Donc, cet étiquetage volontaire est réalisé pour les applications interopérables avec un système de DME. Elles portent les mêmes exigences de conformité. Leur étiquetage est, lui, facultatif, mais valable pour 5 ans maximum et permet une inscription de l'application dans la base de données DME de l'Union européenne, donc ce qui en donne, comme je vous le disais, la transparence. Ça veut dire aussi qu'elles peuvent faire l'objet d'un contrôle de l'autorité de surveillance de marché dans la même logique que celle qui est faite pour l'autocertification. Voilà, donc ce projet de règlement qui fait l'objet de ce fameux chapitre 3, il impose vraiment un cadre nouveau avec cette autocertification obligatoire, cette labellisation volontaire pour la partie application de bien-être. Et si on reprend un petit peu les principes clés, c'est d'abord, on enclenche le dispositif avant la mise sur le marché ou la mise en service. Il s'adresse donc aux DME et aux dispositifs médicaux, aux systèmes d'IA qui sont interopérables donc avec ces DME. Il y a un certain nombre de critères de conformité qui sont précisés avec un ensemble de données concernées, des exigences de confidentialité, d'intégrité et de sécurité des données, de qualité d'exhaustivité des données et de contenu de la documentation technique et de la fiche d'information donc qui sont nécessaires en première étape. Pour l'information des citoyens et de tout l'écosystème, la création de cette base de données de l'Union européenne et voilà, en grosses lignes, et donc l'autorité de surveillance de marché qui agit derrière pour vérifier que ce processus est dûment respecté par l'ensemble de l'écosystème. Donc, autrement dit, on va passer d'une situation aujourd'hui où on a un cadre national pour le numérique en santé, avec un cadre national de référencement, à une superposition d'un cadre européen avec cette autocertification et ce principe de labellisation, ce qui va entraîner forcément une adaptation du cadre national, puisque le règlement est obligatoire, il s'impose, et donc également un cadre national de référencement qui va devoir s'adapter avec l'intégration des dispositions de ce règlement européen. Voilà. Donc là, vous voyez bien que même si ça nous met à moyen terme des contraintes, on est également sur ce chemin d'un marché unique pour le numérique en santé, sur lequel l'Europe s'engage dans une feuille de route donc à moyen terme. Alors, Jean-Marc, par rapport à ce demain, si on reprend ce que l'on a aujourd'hui, peux-tu donc nous illustrer, comme tu l'as proposé, les mécanismes qui sont aujourd'hui déjà mis en place et voir comment cela pourra évoluer?
Et effectivement, avec plaisir. Donc, on a présenté, merci Isabelle de nous avoir présenté si finement des choses à visée européenne très ambitieuses et aussi pragmatiques. De notre côté, au niveau de la France donc, et de la DNS, on a déjà mis en place des mécanismes de référencement. Alors, bien entendu, en tandem avec l'ANS, HS, etc. Sur certains périmètres et sur certains métiers que je vais vous détailler là. Ce qu'il faut en retenir, c'est qu'en fait, on a quelques exigences communes, ce qu'on appelle un socle commun, notamment l'implémentation de l'INS, qui est obligatoire depuis 2021. Je me permets de rappeler. Des couches SSI, je crois qu'on est tous concernés aujourd'hui à nos niveaux par la cybersécurité. Pas une semaine sans qu'un hôpital soit attaqué. On en est tous acteurs. Il y avait bien entendu la messagerie de santé, l'alimentation du DMP, etc. Donc, on voit qu'on a un socle commun d'urbanisation, d'interopérabilité. Et après, par métier, nous, ce qu'on va faire, c'est des déclinaisons. Donc, on a aujourd'hui 3 gros programmes, pour synthétiser. Le Ségur, où là, on va travailler plutôt sur les couches basses, système d'information hospitalier, logiciel cabinet de fil. Et le Ségur, ça va nous permettre de référencer des logiciels qui vont nous permettre d'alimenter le DMP et mon espace santé. Donc, on va s'appuyer, bien entendu, sur les normes en vigueur, à la fois sur des normes type métier, de communication des informations, mais aussi sur des normes de sécurité. Donc ça, c'est sur la partie Ségur. Forcément, vous avez entendu parler de ce programme. C'est 2 milliards d'euros qui vont nous permettre de mettre à niveau les logiciels métiers. Après, on a la partie télésurveillance. La télésurveillance, donc on est sur des mécanismes un petit peu différents. On avait notamment le programme Étape, que certains d'entre vous connaissent certainement, qui a permis sur 5 métiers d'être un peu en éclaireur, en précurseur, pour commencer à rembourser des usages des dispositifs par patient. Voilà. On a vu que c'était satisfaisant, et du coup, ce sur quoi on est en train de travailler en ce moment, c'est la bascule d'étape dans le droit commun, et donc avec des mécanismes de remboursement qui vont s'inscrire dans le régime général, et on ne sera plus dans le cadre dérogatoire. Et donc, on va élargir aussi le nombre de dispositifs et le nombre de métiers, et on sera soit en ligne générique, soit en marque. Probablement que certains d'entre vous sont concernés dans les gens qui participent. Donc ça, c'est le focus télésurveillance. Sur le Ségur, il n'y avait pas de notion de remboursement par l'assurance maladie. Il y a une notion de financement par l'État d'évolution des logiciels. Sur la télésurveillance, vous l'avez compris, on est dans une logique de remboursement, inscription sur le PPR, etc. Et on a le référencement au catalogue de services de Mon Espace Santé. Donc, on est sur autre chose, toujours avec les mêmes référentiels. Et là, ce qu'on va faire, c'est en fonction de critères techniques, éthiques, exigences en rapport avec le RGPD. On va référencer des solutions qui vont pouvoir se trouver dans le catalogue de services de Mon Espace Santé et donc, à terme, échanger des données avec Mon Espace Santé quand on aura fini de travailler sur les couches sécurité qui nous occupent en même temps. Et je relie ça à l'aspect cyber dont j'ai parlé un petit peu plus tôt. Donc, vous voyez qu'on est dans quelque chose de scalable dans notre jargon. On va pouvoir ajouter des métiers autant que nécessaire et donc en s'appuyant forcément sur tout ce qui est produit à l'échelon européen et que vous a présenté Isabelle. Du coup, pour illustrer le propos, j'ai vu qu'il y avait quelques questions, on y répondra aussi tout à l'heure. Je vais vous parler un petit peu de Mon Espace Santé. Voilà. Alors, c'est un parti pris parce que je m'occupe directement du catalogue à la DNS, mais j'aurais pu aussi vous parler du Ségur ou j'aurais pu vous parler de la télésurveillance dont je m'occupe également. Du coup, sur Mon Espace Santé. Alors déjà, j'espère que tout le monde parmi vous a ouvert son espace santé. On a dans quelques jours une communication avec le ministre, avec une communication donc, qui sera l'objet de diffuser les premiers chiffres qui sont bons aujourd'hui et en tout cas, n'hésitez pas à les faire monter encore. Voilà. Ceci dit, avec un peu d'humour, on revient sur la partie constitution de Mon Espace Santé. Mon Espace Santé, c'est quoi? C'est un dossier médical. Ce dossier médical, il est composé de 2 sous-parties. Une partie qui est documentaire, et on retrouve donc ce qui va être alimenté par le Ségur. Dedans, on va retrouver des comptes rendus d'hospitalisation, bio, etc. C'est l'ancien DMP, en fait, tout simplement, la brique documentaire de Mon Espace Santé.
L'autre partie du dossier médical, c'est des informations qui vont pouvoir être renseignées par l'usager. Donc, par vous, par moi, par tout le monde, ses antécédents médicaux, sa vaccination, des allergies, des mesures de santé, etc. Donc, on voit un bloc qui est médical. On a une messagerie. L'objet de la messagerie, il est assez simple, en fait, c'est qu'il n'y ait plus de données de santé, qu'il n'y ait plus de documents de santé qui circulent au travers de Gmail, Orange, etc., etc. Voilà, donc ça va être intégré dans mon espace santé, c'est déjà intégré dans mon espace santé, et ça permet d'échanger des documents avec le dossier médical. Du coup, quelque chose que vous recevrez par la messagerie, vous pourrez le conserver dans le dossier médical. L'agenda qui va être un événement, qui va permettre de recevoir toutes sources d'événements pour constituer une ligne de vie, une ligne de soins pour le patient. Et donc le catalogue de services, j'y viens, qui est un espace ouvert aux éditeurs, aux industriels, qui vont faire référencer leurs services pour communiquer avec les autres constituants de mon espace santé. Et donc, ce qu'on voit là déjà assez naturellement, c'est qu'il va falloir créer des exigences de sécurité. On va communiquer avec mon espace santé, donc ça doit être complètement sécurisé. Des formats documentaires, donc ce qu'on va vérifier, c'est que, par exemple, le format des comptes rendus est bien le même que celui qu'on aura dans le dossier médical. Bien entendu, l'authentification des usagers. On revient sur l'authentification à deux facteurs, qui est quelque chose d'assez naturel et qu'on va demander donc aux actions qu'on va référencer dans le catalogue de services. L'utilisation de l'INS, ça paraît complètement naturel, mais je le rappelle. Et c'est aussi ce qu'on va demander à tous les niveaux, dans tous les dispositifs. Et c'est aussi typiquement l'INS, on va le retrouver sur des outils, voire des dispositifs médicaux embarqués, où on identifie le patient. Et on voit bien du coup toute la chaîne, puisqu'on a parfois des données qui rentrent dans le règlement européen, qui vont produire de la donnée, qui vont être récupérées dans une application qui sera référencée dans le catalogue de services, qui interagira avec le dossier médical et qui va permettre de transmettre des données. Et c'est là qu'on voit toute la logique entre le règlement européen, le fait d'avoir ces logiciels qui respectent ça, qui utilisent l'INS, qui sortent les bons formats, qui sont reliés à des applications qui permettent d'être référencées au catalogue de services et donc d'alimenter le carnet de santé du patient. Voilà pour la logique d'ensemble. Du coup, le principe du catalogue, c'est donc de proposer des services qui vont agir de manière fluide et sécurisée avec les documents et l'agenda de mon espace santé, on l'a dit, créer des usages qui vont alimenter mon espace santé avec des garanties éthiques et de sécurité. Les critères, et c'est là que je vais m'attarder un petit peu plus sur le contenu et sur ce qu'on cherche à faire en relation avec tout ce qui est réglementaire. Nous, notre objectif, le plus important, et c'est à la fois le professionnel et l'agent de service public, le père de famille qui veut avoir confiance pour toute sa famille dans les outils qui sont mis à disposition. Et donc, pour nous, la clé de voûte, c'est la confiance. Et le fait que les usagers aient le choix des services numériques qu'ils utilisent pour prendre soin de leur santé. Il y a aussi un enjeu de convergence vers la doctrine du numérique en santé. En fonction des métiers, il y a encore des décalages des niveaux de maturité. Or, si on veut échanger la donnée, si on veut agréger tout ça, il faut tous respecter les mêmes référentiels. Donc, on a un enjeu collectif d'aller tous dans le même sens vers la doctrine du numérique en santé. Et pour ça, deux cibles. Soit c'est le grand soir et on dit maintenant, ou dans 6 mois, ou dans un an, on doit tous être au même niveau et la marche, elle est très haute. On a pris le parti d'y aller de façon un petit peu plus progressive, de définir des niveaux d'exigence réalistes et cohérents, et puis année après année de les monter. Donc, on est là dans une logique d'embarquement d'un maximum d'acteurs, sans bien entendu faire de concessions, notamment aux règles de sécurité, mais typiquement sur les formats de documents. Dans un premier temps, on va demander des choses qui ne sont pas très structurées. Dans notre jargon, CDA, R2N1, et puis on va aller vers plus de structuration. Et ainsi de suite. Et donc, la cible, d'ici 2, 3, 4 ans, c'est d'avoir des données de grande qualité qui sont remontées ou consommées par des dispositifs médicaux, donc qui sont soumis, ou pas d'ailleurs, au règlement, pour que tout ça se retrouve dans le carnet de santé du citoyen.
Pour ceux qui sont intéressés, vous avez toutes les informations dans éditeur-monespacesanté.fr. Le premier référencement, il est valable pour 1 an. Donc ça permet on appelle du référencement initial, pardon. Ça permet d'avoir un premier niveau. Et puis après, on va se revoir une fois au bout d'1 an pour bien s'assurer que tout ce qu'on s'était dit, qui est sous forme déclarative, hein, au départ, on le retrouve bien dans la réalité. Et on repart pour 2 ans. Donc le premier référencement, on va dire effectif, il est pour 3 ans. Pourquoi 3 ans ? Parce qu'on sait que ça évolue rapidement et qu'on va avoir des choses nouvelles forcément d'ici 3 ans. Et donc, on pourra bâtir un autre référentiel à échéance de 3 ans. Voilà le principe. Donc, vous voyez, on est dans des choses très concrètes. Des fois, on imagine ça de façon très, on va dire, compliquée, théorique, mais finalement, la déclinaison opérationnelle, elle est assez complète, elle est assez concrète et ça touche chacun d'entre nous. Du coup, pour être encore plus concret, ce que je vous propose, c'est quelques applications et certains vont se retrouver dedans. Alors ça, c'est ce qu'on a imaginé nous. On a construit mon espace santé, on a construit le catalogue, on a construit les principes d'échange avec ces idées qu'on a là. Mais franchement, j'espère que c'est peut-être infinitésimal par rapport à ce que vont avoir comme idée les industriels, les éditeurs. Et c'est un point de départ. Et en tout cas, on attend d'être surpris par certains d'entre vous qui vont nous proposer des services, des usages qu'on n'avait même pas imaginés. Donc, c'est quelques usages qui sont quelques pistes. C'est d'abord les dispositifs connectés. Et donc, pour les dispositifs médicaux qui répondent au règlement, poids, tension, glycémie, en vue de la surveillance d'un patient sur le diabète, par exemple. On va avoir rapidement, dans mon espace santé, dans le catalogue, des applis du type je suis connecté à un glucomètre et donc je vais pouvoir remonter régulièrement la glycémie. Délivrance de médicaments, de l'ordonnance jusqu'à la livraison, depuis la pharmacie par un service spécialisé. On a déjà en France, sur le marché, 6 services qui proposent ce genre de solution de différentes façons. En tout cas, c'est une offre qui existe déjà. Nous, ce qu'on veut faire au travers du catalogue, c'est qu'elle respecte bien les règles éthiques de transparence, notamment vis-à-vis des pharmaciens, pour s'assurer la bonne qualité, à la fois de la livraison, mais aussi de l'identification du patient. Bien entendu, il y a un enjeu de fraude derrière ça, donc on retrouve aussi ça. Les parcours patients, hein, tous les rendez-vous qui alimentent l'agenda du patient, consultation des documents d'hospitalisation. Je crois qu'on a tous, un jour ou l'autre, été frustrés en sortant de l'hôpital de ne pas avoir ces docs. Voilà, on dit, voilà, vous pouvez sortir, ça fait 2-3 jours qu'on est là. Je vois Isabelle qui opine. Hein. Vous avez l'appendicite, et puis vous rentrez chez vous, et puis en fait, vous n'avez rien. Vous n'avez rien, et vous dites, mais mon écho, elle est où ? Mais le compte-rendu de l'intervention, mais la lettre de sortie, et ce n'est pas forcément évident de récupérer tout ça. À travers des portails, on va avoir accès au travers de mon espace santé à tout. Et puis, on a bien entendu toute la partie prévention, bien-être, alimentation, activité physique, et ainsi de suite, jusqu'à la méditation. Vous voyez à quelle application je pense. Donc, on voit qu'on est aussi bien au-delà du soin. On est vraiment dans une logique de qualité de vie, d'accompagnement du citoyen dans la prise en charge de sa santé et de son bien-être. Voilà. Et encore une fois, je le dis, ça, c'est nous ce qu'on imagine, mais dès sur les premières commissions, on a passé, par exemple, un service auquel on n'avait pas pensé, qu'on ne connaissait pas. Donc, on a déjà des bonnes surprises. Le catalogue ouvre dans quelques jours, tout début novembre. Et donc, tout début novembre, vous pourrez prendre connaissance des premières applications référencées, que je ne peux pas vous donner aujourd'hui, vous le comprendrez, et qui sera vraiment le point de départ. Voilà pour la partie, une petite illustration très, très pratique de ce qu'on peut mettre en œuvre quand on a intégré des dispositifs qui répondent aux différents règlements européens et qui ont été mis, bien entendu, sur le marché dans les règles. Et je vous laisse poursuivre. Eh bien, merci beaucoup, Jean-Marc. Tu viens de nous illustrer combien finalement on était déjà un petit peu dans cette philosophie qui est proposée dans le projet de règlement. Il y aura certainement, vous le comprenez, des petites choses à modifier quand même lorsqu'on sera dans la réalité. En plus, on est en cours de négociation, donc certaines parties peuvent totalement évoluer, d'où le fait aussi qu'on vous sollicite et qu'on recueille finalement
vos retours sur ce projet de règlement. Et là, dans le chat qui est très actif, à ce que je vois, il y a beaucoup de questions qui se posent. On avait même, nous, de notre côté, essayé d'imaginer un petit peu les questions que vous pourriez vous poser. Donc, des questions qui peuvent être liées, comme c'est le cas dans le chat, à la notion de dossier médical électronique et de système de dossier médical électronique, qui sont des nouvelles notions pour nous, même si elles englobent, donc encore une fois, la vaste majorité des outils auxquels nous sommes confrontés tous les jours. Des questions qui peuvent aussi porter sur les critères de conformité qui leur seront à poser. Donc, vous avez peut-être des propositions, des préconisations, notamment sur les normes et standards, sur le calendrier de mise en œuvre et sur la faisabilité, voire même sur les bénéfices que vous pourriez en retirer dans une optique de marché unique européen, puisque souvent c'est aussi un vrai sujet quand, côté en tout cas industriel, c'est de pouvoir exporter donc ces solutions dans d'autres pays. Donc pour les applications de bien-être, ce qui est un sujet qui a toujours été un petit peu plus complexe aussi au niveau national à traiter. Voilà, vous avez peut-être des questions pour savoir s'il s'agit réellement d'une opportunité, si des limites seront envisagées, s'il y a des modèles de labellisation, et peut-être que vous avez d'ailleurs des idées à ce sujet. En ce qui concerne la surveillance du marché, nous avons donc une nouvelle autorité de surveillance du marché, donc peut-être que cela suscite également des interrogations de votre côté, des interrogations qui sont liées à cette harmonisation européenne qui va de facto avoir lieu en termes donc à la fois de conformité et de surveillance. Des questions que vous pourriez aussi avoir sur les délais qui sont requis pour la mise en conformité et pour les sanctions. Ensuite, sur le catalogue des solutions certifiées et des applications de bien-être labellisées interopérables, comme on l'a vu tout à l'heure, voilà, vous avez peut-être des questions à la fois sur les modalités d'établissement, sur la nature et l'exhaustivité des informations mises à jour, sur les process et les délais de mise à jour. Donc voilà, c'était juste une idée pour vous lancer des pistes un petit peu de réflexion. Vous renvoyez en quelque sorte l'ascenseur et comme je l'ai dit en début de webinaire, si on se rend compte qu'il y a vraiment des points précis sur lesquels nous devons revenir, ça peut faire l'objet de webinaires plus précis encore dans les prochaines semaines et mois. Donc, juste pour idée, et on collectera bien entendu tous les éléments du chat également. Alors, en termes de calendrier, donc, on est donc aujourd'hui dans une phase de négociation avec un premier projet de compromis qui vient de nous être fourni il y a quelques jours par la présidence tchèque. La négociation donc ne sera pas aboutie certainement, là c'est même certain, en fin d'année civile, ce qui aurait été trop rapide. Donc, la présidence tchèque, comme la présidence française qui l'avait laissée, donc font avancer cette négociation. Ensuite, on va passer à la présidence suédoise qui va reprendre le bâton pour cette négociation. Et ensuite, ce sera l'Espagne de mémoire. Donc, ça aboutira donc certainement en fin d'année 2023, voire donc en début 2024. En tout cas, il y a une volonté pour que cela aboutisse dans un délai raisonnable. Une entrée en vigueur 1 an plus tard, ce qui nous porterait donc fin 2024, début 2025, avec quelques périodes de transition qui seront peut-être négociées aussi pour certaines parties. Tous ces délais sont soumis évidemment à négociation, donc je vous parle du cadre tel qu'il est proposé aujourd'hui. Et avec donc l'ensemble des pays qui rentrent dans le dispositif avec la Norvège, l'Islande et l'Ukraine avant fin 2025. Donc, vous voyez, toute cette perspective d'autocertification et de labellisation européenne sont des éléments qui vont arriver à grands pas et qui vont nous demander quelques adaptations. Mais comme Jean-Marc l'a illustré, nous sommes déjà tout à fait dans cette partie-là. Alors, on continue à vous solliciter pour que vous nous remontiez les éléments sur lesquels, pour vous, vous souhaiteriez avoir des clarifications, les éléments que vous considérez comme des opportunités, des avantages ou des difficultés. Donc, en fait, on veut prendre à la fois le côté positif et négatif de l'ensemble de ce texte. Nous, en France, on a quand même une base légale qui est assez proche, comme on l'a encore illustré aujourd'hui. Néanmoins, ça va nous demander un effort
vraiment concret, puisqu'on est vraiment dans le concret, comme l'a bien souligné Jean-Marc, à la fois sur les procédures et sur le contenu de ces procédures. Donc ça, c'est quelque chose que l'on voit très, très, très bien arriver. Donc, vous pouvez aussi nous cibler les dispositions qui sont concernées et qui peuvent ou vous gêner ou que vous trouvez particulièrement positives pour la suite de votre point de vue, ainsi qu'aller jusqu'à nous proposer d'ailleurs des sujets qui devraient être amendés dans le projet de texte. Pour vous simplifier l'avis, sur le site participer.fr sur lequel se trouve la consultation publique pour ce projet de règlement européen, vous avez donc l'Excel que nous avons présenté en début de webinaire qui vous permet de pointer directement ligne par ligne les sujets en question. Voilà, donc je ne sais pas si toutes les réponses, et je tiens à remercier particulièrement Mélodie qui est en train de répondre là à une vitesse grand V à toutes les questions sur le chat. Je ne sais pas s'il en reste ou si certaines devraient être traitées ensemble oralement. Alors, il reste celle de l'onglet questions, on peut les reprendre si vous voulez. Le dossier d'une personne suivie dans le cadre du dépistage organisé des cancers est-il un DME? Sous réserve d'un avis juridique particulier, je pense que ça correspond tout à fait à la définition qui vous a été présentée tout à l'heure. Faut-il également une autocertification pour les DME déjà sur le marché? Alors, ça concernera l'ensemble des solutions sur le marché, oui. C'est actuellement ce qui est prévu. La base de données DME-UE ne va-t-elle pas faire double emploi avec EDAMED? Alors, je crois, sauf erreur de ma part, je crois que Mélodie a répondu à cette question tout à l'heure en disant que qu'il y avait bien un sous-ensemble commun. Je ne sais pas, Mélodie, si tu veux commenter, parce que j'ai vu ça très rapidement, donc j'ai peut-être vu ça trop rapidement, mais il me semble que j'ai vu la réponse tout à l'heure. Oui, merci Isabelle, bonjour à tous. Je me suis appliquée dans la mesure du possible à répondre aussi aux questions de l'onglet questions dans le chat. S'agissant de la base de DAMED, la base de DAMED, c'est une base qui répertorie les DM et les DMDIV au niveau européen, alors que la base EHDS, elle référencera les systèmes de DME, les DME et les applications de bien-être qui répondront aux exigences EHDS. Il y a donc bien une intersection entre ces deux bases de données, mais elles n'ont pas exactement le même périmètre. Donc, ce n'est pas tout à fait un doublon. Je crois qu'on a fait le tour des questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas, c'est le moment. Eh bien, je pense qu'il n'y a plus de questions. Peut-être Isabelle, si juste je peux rajouter, parce que c'était quelque chose qui on tournait autour beaucoup dans les questions qui ont été posées dans le chat. Oui, l'autocertification sera obligatoire pour tous les DME et systèmes de DME qui sont déjà sur le marché avant l'entrée en vigueur de l'EHDS. Il y aura un délai pour se mettre en conformité et s'autocertifier pour ces DME et ces systèmes de DME, mais ce sera obligatoire. En revanche, aujourd'hui, les exigences tant d'interopérabilité technique sémantique que de sécurité ou de protection des données qui seront nécessaires pour obtenir la certification DME ne sont pas encore connues. Elles seront définies par des textes d'application du règlement qui seront adoptés par les États membres conjointement avec la Commission européenne. Merci beaucoup, Mélodie. C'est très, très clair. Et là-dessus, je ne sais pas si ça suscite d'autres questions ou réflexions, commentaires. Sinon, on termine avec 10 minutes d'avance et c'est très bien aussi. On a toujours le stress de ne pas tenir dans l'heure, alors c'est vrai que c'est…
Je vous ai mis dans le chat, d'ailleurs j'ai fait des fautes d'orthographe, tout va bien, le lien des webinaires si vous voulez vous inscrire au 4e webinaire qui a lieu mardi et revoir les 2 précédents, n'hésitez pas. Et sinon, en termes de sécurité, quels seront les standards demandés PGSSIS, les normes demandées dans le cadre du DM IEC 81001-5-1 ou les 2? Alors du coup, bien entendu, sur toute la partie sécu, on part sur la PGSSIS. Hein, c'est le socle commun, c'est ce que j'ai comme ça. Et sur la partie DM, là, je maîtrise moins bien, donc je ne serai pas aussi définitif et affirmatif sur la réponse. S'applique en règle générale, va s'appliquer. Donc, on est à la fois sur un socle transverse côté PGSICS et après un socle vertical métier DM avec ce type de normes. Est-ce que les dispositifs de téléconsultation sont concernés? Oui. Pour moi, oui. Alors, je laisserai Isabelle répondre sur la partie européenne, mais en tout cas, nous, sur la partie référencement à mon espace santé, on en a déjà quelques-uns qui sont candidats au catalogue. Donc, oui, on vérifie ce niveau de conformité, et vous l'imaginez bien, tout particulièrement l'INS pour commencer. Alors, Jean-Marc, alors du coup, la conclusion sur la partie reconnaissance. Oui, vas-y Isabelle. Oui, je voulais simplement vas-y. peut-être dire une chose qui me semble assez importante, qui a été soulignée déjà par Mélodie, mais qui est peut-être pas encore totalement ancrée dans tous les esprits, c'est qu'il y aura évidemment des exigences au départ de l'espace européen de données de santé. Mélodie a précisé qu'il y aurait des textes d'application qui seraient donnés. Voilà, mais on va rentrer dans un processus qui sera itératif et évolutif. Donc, en fait, là, on enclenche une nouvelle dynamique au niveau européen là-dessus. Il y aura une gouvernance du numérique en santé qui va se mettre en place au niveau européen. Et donc, les textes d'application et les actes délégués par la suite permettront de faire évoluer les choses. Et pour répondre à la question sur la PGSSIS, je crois que Jean-Marc, tu faisais référence au cadre que tu as présenté qui est actuel, évidemment, au niveau français. Ouais, bien sûr. Voilà, au niveau français. Et là, sur la partie européenne, on ne peut pas encore totalement s'engager puisqu'en fait, comme le précise d'ailleurs Mélodie, en parallèle de ce que je dis dans le chat, il y a une partie des éléments qui seront précisés et définis par les textes d'application que nous n'avons pas encore à disposition. Donc là, on ne peut pas encore vous donner des précisions de ce type-là. C'est tout l'enjeu de la séquence qui se déroule en ce moment, c'est-à-dire qu'on a des référentiels aujourd'hui au niveau national dont ils montrent qu'ils sont efficaces. Et maintenant, le travail, c'est la transposition au niveau européen pour avoir un maximum de cohérence avec ce qu'on a déjà fait et ce qui va se décliner au niveau de l'ensemble de l'UE. Eh bien, merci à tous les trois pour ces précisions. Je propose qu'on s'arrête là. Vous allez être dirigé vers un questionnaire de satisfaction qui est vraiment hyper rapide et qui nous est très utile. Donc, n'hésitez pas à le compléter si vous avez des retours à nous faire, des suggestions de sujets de webinaire que vous aimeriez voir. Voilà, n'hésitez pas. Encore merci. On se retrouve mardi pour le 4e webinaire de cette série. Bonne fin de journée à tous et puis à très vite. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.